En sortant de ce documentaire, qui est une sorte de traversée rythmique de l'œuvre et de la vie d'Émile Roumer, agrémentée de musique, poésie, chant et danse, nous allons passer à un autre niveau, à Ottawa, où des amis, de jeunes amis, des disciples et des connaissances vont échanger sur les originalités de cet homme peu commun. Écoutons. Bon, je commence d'abord par vous remercier, mesdames, messieurs, d'être venus et pour cette petite rencontre autour d'Émile Roumer. Et moi, personnellement, dans ma vie, j'ai toujours eu deux activités esthétiques très solitaires, c'est l'écriture et la peinture. Mais à un moment donné, j'ai voulu être solidaire, ça veut dire travailler avec d'autres et associer l'écriture, la peinture au cinéma. Alors là, par exemple, je ne parle pas du cinéma en tant que tel, je parle du documentaire et cette démarche de solidarité m'amène à vous appeler ici. Donc c'est avec bonheur que je vais m'entretenir avec vous sur Émile Roumer. D'ailleurs, c'est l'homme que j'ai choisi pour ce sujet que j'aborde pour la première fois. Je me rappelle avoir vu Émile Roumer à Jacmel. C'était un moment extraordinaire, spécial. Il dansait comme un jeune avec une dame. Et la propre mélodie de son poème « Marabout de mon cœur ». Et je me souviens que Maurice, tu l'avais accompagné à Jacmel. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les sentiments que tu avais ressentis à ce moment-là? J'ai été étonné de voir danser Émile dans les bras de cette belle et jeune dame. Émile était très allègre, se débordant de joie. Et puis, il faut me rappeler que c'est moi-même qui ai eu le privilège de voiturer monsieur mener Jacmel pour nous participer à cette belle manifestation. Une journée que nous ne pouvons pas oublier, côté nous avons eu chance de rencontrer les sommités de l'intellectualité haïtienne. Edriss Saint-Amand était là. Et puis, c'est la première fois que nous entendons le professeur de philosophie Jean-Claude a parlé. Ça, vraiment, c'était impressionnant. C'était un véritable bamboche littéraire, un bamboche du beau parler. C'était vraiment extraordinaire. Je ne peux pas oublier la journée ça. Parce que Émile, c'est un monde que je pratiquais, que je prends plaisir à rencontrer. À chaque fois que je rencontre Émile, c'est un délice pour mes oreilles. Monsieur parlait bien, parlait créole. Mais on a fait esprit parler en français avec elle, mais il n'a pas jamais bonne chance de répondre en français. Je n'ai pas jamais entendu la parler français. C'est créole, donc monsieur répond-moi en créole. C'est curieux, puis il a un vocabulaire particulier, propre à lui, un vocabulaire Émile Roumer. Monsieur, par exemple, pour la parler de l'État pays, de ça, monsieur, au fait pays, il dit Maurice, mon cher, il déboundare pays. Donc, on ne pas attendre créole, ça est facile, on ne pas attendre expression, ça est facile, c'était propre à lui. Et puis, mon cher, c'était un homme que je prends plaisir à fréquenter. Donc, on a rencontré dans la correction baccalauréat. C'est un contestataire, m'a dit que Émile, toujours plein, il servi un jus Grenadia. Je dis, Maurice, d'après où, ça c'est jus Grenadia. Moi, j'ai un boisson de l'eau sucre, et puis quelques graines Grenadia tombées, et puis on dit que c'est jus Grenadia. Donc, mes tempéraments nègres là. Mais c'était un homme charmant, que je me en pile, que je ne peux pas oublier, franchement. Et puis, je bien avec petite Lee, Agathe, qui était dans la pension ensemble avec deux cousines. Moi. Et puis, Agathe de faculté de médecine ensemble avec. Elle était en médecine, moi, j'étais en pharmacie. Donc, autant de souvenirs de ce grand haïtien
Nous allons dans l'enterrement, M. Jérémy, tout. Bon, nous avons de très bons rapports. Parlant d'originalité d'Émile Roumer à Jacmel, et il y en a eu effectivement à Jérémy aussi. Et je sais que Émile avait un très grand ami à Jérémy qui avait pour nom Prosper Auguste et qui se trouvait être votre père, Donnel. Qu'est-ce que vous retenez de cette amitié spéciale entre ces deux hommes? Eh bien, c'est une amitié qui datait de plusieurs années et suivie de deux bons partenaires qui étaient liés ensemble. Parce qu'ils étaient des joueurs de dames sur la galerie de Titélé, tout près de la place du Dumas. Et en même temps, ils étaient un bagaille dans la clandestinité qui était reliée. C'était deux membres très influents à Jérémy de l'ancien parti communiste et parti Entente populaire de Jacques-Stéphane Alexis, sous le régime des Duvalier. Et ils étaient toujours un véritable dans le marquis sans que le monde ne suspecte. Et nous connaissons que le parti ça était victime en pile, membres étaient victimes militants, mais malgré ça, ils étaient toujours restés jusqu'à leur mort, ils étaient des communistes invétérés, ils n'ont pas de jamais changé. Et il y a l'autre bagaille qui était relié, parce que nous songeons dans l'occupation américaine, même si il y a un caco dans le nord, à Jérémy, il y a la bande Kodio qui est un mouvement résistance paysan, qui était un mouvement ésotérique aussi. Donc, il y a membre gros major Jean, mouvement ça, qui fait qu'ils étaient liés ensemble. Et c'est ainsi qu'après la mort d'Émile Roumer, ou après tout le monde paysan, tout Ungan, Mambo, toutes ces villes-là, parce que M. Egomba n'a pas jamais caractérisé la carrière. Monsieur était toujours habillé en blanc. Ça n'a pas jamais posé une question. Pour qui ça, cette tenue? Parce que monsieur était un gros vaudouisant. Et ça qui était, tout, au point de vue littérature, c'est au même que professeur de littérature, mais il y était deux linguistiques avancés, parce que il voulait créole là rentrer dans l'éducation pour permettre mon paysan participer à la gestion d'un pays. Or, nous voyons que le documentaire ça, que vous faites, c'est un meuble, c'est un outil pour jeunesse là, parce que jeunesse a manqué en pile. Donc, je me remercie pour tout ça. Eddie, je sais que vous et Émile aviez l'habitude d'être ensemble, même si vous êtes de deux générations différentes, puisqu'il fut l'ami de votre père. Et je sais, si ma mémoire me permet de le dire, je sais qu'à un moment donné, il était comme un tuteur pour vous sur le plan de l'apprentissage de l'espagnol, par exemple. Et il vous avait dit que, bon, cette langue c'est facile, il suffit de connaître 4 mots. Et je trouvais ça très anecdotique. Et comment pouvez-vous nous expliquer ce passage-là, cette histoire-là? Je suis étudié au Chili, c'était en 1965. Et puis le papa me dit, Émile, que je suis parti à l'étudier espagnol au Chili, même pas de parler espagnol. Je dis, mais nous voyons, moi, je vais montrer l'espagnol. Je vais montrer l'espagnol. Et puis, nous prenons rendez-vous, et puis, c'était à la manière de Socrate, Platon, c'est dans ce promenant que c'est en fait, et puis, sorti dans le promenant, dans le Souaf, et puis, je commencé. Tous les mots français qui se terminent par Sion sont également des mots espagnols. On fait Sion, on fait Sion, et puis le féminin. Je dis, avec ça là, on a un bon 1000 mots dans la main pour commencer. Écoutez, non, avec Aïma étoilé, c'est un gros poème tout bon, c'est un gros recueil poème, on était comme ça. Donc, ces rencontres-là, c'était plus occasion pour Émile rencontrer les jeunes, et puis parler de l'anti-américanisme, etc. Et puis ça, c'était une leçon d'espagnol, et puis après ça, finalement, je apprendre avec Émile, parce que c'est blague Émile, révolution, etc. Mais c'est mon terrain en pile, et puis c'est le mot qui revient le plus souvent dans les leçons d'espagnol, révolution. Et puis par la suite, nous venons rencontrer Port-au-Prince. Moi, Émile, qui a marché de doigts comme journal, mais l'appli, c'était Émile. Il me fait monter dans Ottawa, et puis il m'a amené à côté de la et puis en cours de route, après raconté que la veille, j'étais invité dans Télé Haïti
pour faire une émission sur le créole, c'était Abdine Périgord. Je me dit, non, moi, je suis une femme suisse, qui parle pour dire, tu comprends, je ne parler de créole en français. Je peux faire une émission en créole, je me faire malade. Et c'était la première fois qu'on parlait créole à la télé Haïti. Et à la télévision en Haïti en général. Max, en pensant à votre livre qui a paru récemment, Des mots pour conjurer les mots, est-ce que c'est ça bien? Oui. Et ça me fait penser à Émile Oumer, qui était quand même un homme de mots créoles, et de mots français, et surtout de mots forts en créole. Qu'est-ce que vous retenez de ce poète jérémien qui déambulait dans la ville de Borde à la Grande Rue et qui quand même a marqué notre jeunesse? Qu'est-ce que vous en retenez? Dans un certain sens, Émile Oumer a été une lumière pour moi. Je m'explique. En fait, je n'étais pas l'intime du personnage, mais je l'ai rencontré par hasard dans les rues de Jérémie. J'ai rencontré un bonhomme il marche, il lit en même temps. Pour moi, c'était bizarre. Quand j'ai posé la question à savoir c'était qui, on m'a dit c'est le grand Émile Oumer, le grand poète. Justement, à cette époque, je commençais l'étude de l'indigénisme. L'indigénisme, en principe, c'était une forme de nationalisme chez les poètes haïtiens, en rapport avec l'occupation américaine. Or, dans la petite école, on nous exigeait le français. La raison, c'est que vous n'avez pas le choix, c'est dégager pour parler français. On nous enseignait seulement le français. Mais je n'avais pas une forte idée de la poésie haïtienne qui parlait, qui utilisait les mots créoles. Alors, quand j'ai découvert l'indigénisme, et surtout avec Émile Oumer et Brière et d'autres collègues de Jérémie, pour moi, ça a été vraiment une découverte. C'était en principe une libération. J'ai considéré ces gens-là, c'est pour cette raison, je me suis dit, j'ai un grand merci pour ces gens-là qui étaient pour moi une sorte de démystificateur. Parce que ils ont imposé le créole à travers le français. C'est pour cette raison, moi, j'éprouve vraiment une satisfaction immense quand j'écris des textes. C'est un plaisir pour moi d'inclure des expressions créoles, des mots créoles, parce que ça me permet de me sentir très bien dans ma peau. Et Georges Séraphin, nous connaissons un communicateur. Et un communicateur toujours intéressé à ce qu'il y aurait les attitudes. Et Émile avait des attitudes particulières et qui doivent avoir retenu ton attention en tant que communicateur. Et quel tableau, quel portrait, quelle esquisse pourriez-vous nous faire que vous avez fait nous de personnage spécial ça? Bien, en fait, parlant de communicateur, il faut dire que là, à l'école, où on apprend ces deux bagages, donc influence monde qui était dirigé l'éducation, qui avait fait développer la CAO, un bagage qui était caché. Alors, Émile Oumer, à ce sens-là, puisque je suis élève, comme versification en 4e secondaire du lycée de Jérémie à cette époque-là. Alors je le vois encore au tableau, la craie à la main, et puis il écrivait des vers au tableau et mettait des accents faibles, des accents forts, et puis c'est avec lui-même qu'on est, ça, les hiatus, ces mystiches et tout ça. Alors, en ce sens-là, tu apprécies un peu la façon que tu procédé, ça te permet de développer de fierté, ça, la carrément, et pour me te laisser émotion parler comme les mêmes tout. C'est vrai, nous pas étudier poème comme tel dans la classe là, mais façon, avec passion que l'État fait là, tu viens développer la canon goût à la poésie. Alors, à cette époque-là, tu mets Damio, la nature, qu'on belle vente, qu'on fait un écrit poème, tout. Bon, évidemment, pas publié, mais ça t'a développé là comme un talent communicateur qui fait que, oui, c'est actuellement passé d'enseignant à une professeur, qu'on peut faire du théâtre, etc., jouer dans un film et tout ça. Bon, quand je parle des pièces de théâtre qu'on a filmées et tout. Donc, ça te permet de libérer, vous comprenez, donc, influencité pour beaucoup.
Alors, parmi les personnages qui étaient inspirés confiance et respect, il en était un, mais en plus, il était un poète évidemment, qui faisait encore une fois vibrer en nous, vous comprenez, j'aime de poésie, que, évidemment pas grand monde qui n'est pas poète, mais dit là avec fierté, il est capable d'écrire, il est capable, mais ça la caille nous à tempérament par petit. Et puis ça c'est vient apprécier vous en pile, c'est où on a parlé français qu'on a à cette époque-là, et puis nous avons goûté pour parler français, parce que français à comprendre. Donc c'est à ce moment-là, je me suis dit, ben, tchembe le maman non. Alors, c'était créole là, donc comme grand défenseur, comme grand nationaliste du créole. Alors, comme on dit tout, donc, il a milité pour que créole là vienne évidemment prendre place. Peut-être qu'il n'a pas eu chance de décrocher titre comme innovateur d'une littérature en langue vernaculaire, au cas connaître comme un grand défenseur, comme un grand combattant pour créole là qui prend place lui, en tant que tel, évidemment, il y a de l'amélioration à faire. Alors, en ce sens-là, oui, comme ses propos, ses attitudes ont laissé ce souvenir en moi-même qui fait que je dis alors que je ne peux pas parler en ce sens-là. Serge, en tant que poète, je connais que au travail sur le langage. Et je crois que le niveau ça, ou rapproché d'Émile dans la recherche de la démarche. Et je connais que Émile, à un moment donné, a envie de traduire Othello en créole, Othello de Shakespeare en créole. Et il croit que le créole là, était assez diable pour le faire face carré à n'importe quelle langue. Et surtout au niveau de la prosodie. Et nous connaissons que le niveau ça est capable d'élaborer pour nous un peu sous technique poétique ça, qui sont cardinaux. Émile Rohmer a été mon mentor en écriture, d'une certaine façon. Je dois à Émile une compréhension de la langue que je n'avais pas. Émile, dans le temps où je l'ai rencontré à Jérémie, il passait tous les jours devant ma maison. J'habitais sur la Grande Rue, pas loin de chez eux. Lui habitait passé le carrefour qu'on appelait le carrefour Roif. Et il arrêtait. Toujours, tous les jours, sauf le dimanche. Et Émile était souvent 15-20 minutes à discuter avec moi. En fait, je crois qu'il voulait faire mon éducation. Émile, à ce moment-là, travaillait, il était en pleine expérimentation poétique, et il travaillait, je crois que ça devait être le Caïman étoilé, mais on n'a jamais donné de titre de recueil. On a surtout parlé de poésie, de prosodie. Alors, Émile, lui, il me disait, la langue créole, c'est une langue qui est assez belle pour traduire tous les sentiments. Et cette langue-là a une particularité, c'est qu'il ressemble beaucoup au grec ancien. Alors, au niveau de la prosodie qu'il travaillait, il me disait, le créole, on peut utiliser la prosodie iambique pour bien comprendre, pour marteler les mots. Alors, la prosodie iambique, les iambes, c'était une façon d'écrire des poètes grecs anciens, et il y avait certaines sonorités. Accent tonique, martèlement, martelage de certains mots, et Émile a fait des choses, de mon point de vue, extraordinaires en prosodie créole. Si aujourd'hui, et je veux dire aussi que à la fin de nos conversations, Émile revenait toujours sur deux poètes, Nicolas Guillen et Pablo Neruda. Et il y a un vers de Pablo Neruda qui me reste et qui m'est resté longtemps en mémoire et même qui m'a forcé à faire une certaine recherche pour comprendre. Et j'ai découvert qu'il y avait un écrivain américain qui a produit un livre juste sur ce texte-là, El Tango del Viudo. Alors, le vers, c'est, Émile disait toujours, y por oírte orinar en el escudero, en el fondo de la casa. Alors, il me disait, écoute, quand tu le dis, tu vas voir c'est quoi la prosodie. Accent tonique, accent faible et toutes les sonorités qu'il retrouvait
dans l'espagnol et dans la langue créole. Et aujourd'hui, j'ai un engagement latino-américain et quand j'y repense, je me dis que c'est probablement à cause d'Émile Rohmer. Mireille, c'est sûr que, ou pas la génération, tu es d'une autre génération et qui n'a pas connu Émile Rohmer dans la ville même. Il y a des petites anecdotes qui viennent chez nous dans les oreilles. Et nous avons le niveau de connaissance qui sort à dire nous de personnages. En effet, je ne l'ai pas connu, Émile Rohmer, mais à travers des lectures et aussi à travers des personnes de son environnement, de deux personnes proches d'Émile Rohmer, j'ai eu des anecdotes. Alors, il y a une anecdote, c'est que il y a un monde qui t'a dit moi que il t'a trouvé que Émile Rohmer c'était un monde qui était dans bulle, il était dans monde pâle. Donc il est toujours avec un livre ou bien un journal, toujours pipli dans bouche et un journal et il a l'impression le l'a marcher dans la rue, c'est machine pour arrêter pour lui parce que l'a marcher l'a pli. Et deuxième anecdote que je gagnais, c'est que était l'école encore, il était jeune étudiant à Paris, il était allé dans un restaurant, il était trouvé recevoir avec des différences, avec une différence princière. Il m'a demandé pour qui ça recevoir avec autant d'intérêt et il était posé peut-être les questions pour qui raison. Et c'était par la suite que il apprend que gagné un prince égyptien qui était dans un restaurant ça, et prince égyptien, était bien relax, il chita l'a manger, mais on dit qu'Émile Rohmer, c'est quelqu'un qui était toujours très élégant, qui prenait soin de lui et qui se présentait bien. Donc, c'est lui qu'on a pris à la place du prince égyptien. Et l'autre anecdote que j'ai eue aussi de ces deux personnes, c'est qu'à un moment donné, il s'est fait appeler par Duvalier ou Duvalier lui a offert quelque chose, un bagage que Duvalier mandé qui était allé à l'encontre de valeurs que il t'a refusé. Il dit moi préféré vouem à jeune l'enville moins. Donc c'est ainsi que l'idée préféré rester Jérémie enseigner au lieu que l'idée impliqué dans certains mouvements qui prend place dans le pays à ce moment-là. Dans l'ensemble, vous avez vu, en regardant le documentaire et en suivant ce débat à Ottawa, qu'Émile Rohmer est un tout. Je veux dire, un homme qui a tant produit ne peut pas mourir. Vous allez convenir avec moi qu'Émile Rohmer est bien vivant dans la mémoire littéraire, artistique et culturelle haïtienne. Marabout de mon cœur, au sein de mandarine, tu es plus savoureux que crabe à l'aubergine. Tu es mon Afriba.